Alors, ce soir, on a également pensé à inviter un médecin, Madame Barbier, qui effectivement est venue nous parler de la vaccination et nous avons demandé à un jeune couple, Monsieur et Madame Tran Bonetto, qui effectivement est un petit peu dubitatif sur les vaccins. Donc Madame Barbier les a déjà reçus. Ce sont un jeune couple qui pense que la vaccination aujourd'hui n'est pas nécessaire pour les enfants. Et Madame Barbier a eu la gentillesse de leur demander de venir avec elle témoigner ce soir. Ils ne sont pas habitués à parler, donc je crois aussi qu'on peut les encourager. Voilà, Madame Barbier, je vous donne la parole. Alors, bonjour Madame Tran et Monsieur Bonetto. Alors, nous nous voyons aujourd'hui pour discuter concernant vos interrogations à propos de la vaccination. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, 11 vaccins sont désormais obligatoires pour les nouveau-nés. Et donc, vous avez jugé bon de venir me parler pour que nous puissions discuter et mieux comprendre ce qui attendait votre fils, le petit Jonathan. Oui, Jonathan. Donc, je me présente, je suis le docteur Sacha Barbier et je suis médecin généraliste à l'hôpital de la Salpêtrière et je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui. Bonjour docteur. En effet, nous sommes venus vous voir aujourd'hui car nous sommes, assez sceptiques vis-à-vis de la vaccination. Tu veux... Oui. C'est-à-dire qu'à titre personnel, je ne suis pas du tout convaincu par la vaccination. Selon moi, c'est une manipulation complètement. C'est-à-dire que la vaccination, non, j'ai vu ça sur Internet. C'est oui. Quoi, tu voulais ajouter quelque chose? Non. Donc voilà, oui, c'est comment vous dire. On est sceptique, mais aussi c'est que on se voit pas à la face, quoi. On voit très bien que la vaccination, voilà. Bon, d'accord. Oui, en effet, nous sommes sceptiques vis-à-vis de la vaccination, mais je suis un petit peu plus mitigée. Il faut que vous compreniez que je ne veux que le bien de Jonathan. Je ne veux que le bien de mon fils. Nous le voulons. Et il est certain que je ne veux pas que Jonathan attrape de maladies graves, comme la méningite, la rougeole ou toutes ces choses-là. Mais enfin, nous sommes en France ici, non? Nous sommes en Europe. Les maladies graves comme ça n'existe pas. Qui dans le public connaît quelqu'un qui a déjà eu la rougeole? Levez-vous. Ah bah non, il n'y a personne. Donc vous voyez bien, c'est prouvé par le fait. Non, il n'y a personne. Personne ici, personne. Je ne vois pas. L'immense majorité ne connaît personne. Donc, je viens vous prouver par le fait, par l'expérience, que la rougeole n'existe plus en France. Car il faut savoir que les conditions ici sont tout à fait excellentes. Regardez dans l'hôpital, regardez dans les rues, regardez partout. En effet, nous ne sommes pas en Afrique, nous ne sommes pas en Asie. Moi, je trouve que voilà, les conditions ici justifient l'absence de vaccins. Et puis, même, on pourrait penser 1 ou 2 vaccins, mais 11 vaccins. Vous vous rendez compte? Sur un petit enfant, lui administrer toute cette dose de virus dans le corps, c'est complètement inhumain. Moi, je ne comprends vraiment pas ça. Et puis, de toute façon, j'étais au lycée, comme tout le monde. J'ai fait une licence, j'ai fait un master. Je ne suis pas bête. On m'a appris tout ça. Il existe l'immunité adaptative, il existe l'immunité humaine. Donc, ce que je propose, c'est que à la naissance, ou quelques mois après, parce qu'il faut quand même que l'enfant profite un petit peu du monde avant de tomber malade, mais ensuite, on lui inocule, c'est ça qu'on dit? Oui, à peu près? Oui, on lui met une maladie, on le met dans un environnement, malade, infecté, il attrape la maladie, on le met au lit, on attend que l'immunité fasse son cours, et puis voilà. Et puis il y a aussi des huiles essentielles et quelques petits médicaments comme ça qui pourraient aider. Et puis ensuite, tout le monde serait immunisé pour toute la vie. Qu'est-ce que vous répondez, hein? Alors déjà, on peut noter que si beaucoup de maladies ont disparu aujourd'hui en Europe, c'est... Ok. Alors, ça va mieux comme ça? Très bien. Ok, bah, ce sera encore mieux. Ok, très bien. Donc déjà, on peut noter que si beaucoup de maladies ont disparu aujourd'hui en Europe, c'est en partie grâce aux vaccins. Donc, même si aujourd'hui, on observe une recrudescence de la rougeole, c'est une maladie qu'on peut prévenir. Mais je pense que c'est très intéressant qu'on revienne sur ce qu'est un vaccin, parce que je pense que c'est important de définir ce dont on parle pour établir un dialogue intéressant. Donc,
le fait de se vacciner, c'est s'inoculer donc un virus, effectivement, mais un virus qui a été atténué, qui est rendu inoffensif. Et ça va permettre à l'organisme de développer tous les mécanismes de défense immunitaire pour se défendre justement face à ce virus qui est dans le corps. Et pour ensuite retenir les moyens de se défendre et être plus efficace la prochaine fois qu'il soit confronté à un vrai virus. Donc en fait, c'est un peu la même idée que vous proposiez en mettant les enfants face à des maladies mortelles dans des chambres. Mais sauf que c'est le vaccin, mais le vaccin, c'est pas dangereux pour la santé. Enfin, techniquement, la maladie va pas... Disons qu'attraper une maladie, c'est quand même risquer un peu sa vie ou avoir des séquelles éventuellement après. Et le vaccin permet en partie d'avoir tout ce processus de créer une mémoire immunitaire sans pour autant mettre en danger la vie concernant ce virus. Et puis, même si les conditions d'hygiène ont grandement progressé maintenant, ça n'a pas non plus éradiqué l'entièreté des maladies. Je pense que même si on se lave les mains, on est quand même sujet à certains risques. Je vous entends sur les arguments scientifiques, mais quand même, 11 vaccins obligatoires. Cette obligation, vous ne pensez pas que ça fait un petit peu louche? Si les vaccins c'était tellement bien, pourquoi alors on ne les rendrait pas facultatifs et on expliquerait à tout le monde? Je ne comprends vraiment pas. Ça fait un peu dictature, quoi. On est en Corée du Nord, c'est n'importe quoi. Non, je ne comprends pas, vraiment. Et puis j'ai l'impression qu'on me prend pour une quiche, quoi. Comme si je ne savais pas quel était le bien pour mon enfant et que tout simplement je suivais des lubies comme ça. Non, je ne sais pas. Je ne comprends pas cette sorte de dictature institutionnalisée. C'est vraiment du paternalisme moral. Moi, je pense que chacun devrait être libre de faire ce qu'il veut. Moi, je suis pour les droits de l'homme. Je suis pour la liberté. On est en France, encore une fois. La question que nous sommes en train de soulever, c'est en réalité, est-ce que l'État est en mesure de pouvoir m'imposer, de pouvoir me contraindre l'injection de quelconque vaccin? Alors si, c'est ça comme on dit. Donc on voit bien par vos propos que vous sortez des arguments plutôt vaccinosceptiques, et j'y fais souvent face, par exemple les arguments libertariens comme la liberté avant tout, ou vitalistes comme le fait que le corps a une immunité naturelle et qu'aucun traitement artificiel n'est nécessaire à la survie de l'espèce, ou encore complotistes. Mais c'est vrai qu'à la vue de tout ça, on peut se demander dans quelle mesure la loi de 2017 qui rend obligatoire 11 vaccins n'est pas une forme de contrainte pour la population. Alors c'est vrai que c'est une mesure radicale qui peut... En fait, l'accueil était partagé, puisque beaucoup de médecins avaient peur de la mise en pratique de cette loi, dans le sens où ça pouvait éventuellement servir certains arguments anti-vaccins et faire l'effet d'une contrainte sur la population. Néanmoins, moi je discute souvent avec mes collègues médecins à l'hôpital de la Salpêtrière, notamment avec ma collègue Mathilde Leroux, professeure en pédiatrie et en infectiologie à l'université Paris 6. Et dans la réalité, il y a beaucoup plus de parents ou d'individus qui sont hésitants plutôt que fervents anti-vaccins. Et c'est avec ces gens-là qu'il faut entamer un dialogue, parce que c'est ces individus qui ont besoin d'être enseignés et qui ont besoin de faire un choix et qui sont encore en mesure d'en faire un. Parce qu'ils ont besoin d'informations. Et le fait que l'État prenne une décision forte sur le sujet, le fait que le vaccin devienne une vraie question de santé publique et qu'il y ait une vraie décision publique à ce propos, ça motive certains individus à aller se poser des questions et aller se renseigner auprès de médecins. Et vous en êtes la preuve. Vous vous dites peut-être que si c'est obligatoire, c'est qu'il y a une bonne raison, et vous avez donc envie de vous renseigner. Et c'est tout à fait louable, et moi je suis là pour ça. Mais on va parler de ça, on va décider qu'est-ce qui sera bien pour Jonathan ensemble. Et enfin, c'est une question d'intérêt général, c'est une question pour Jonathan, c'est une question pour vous, et c'est une question pour la France. Donc voilà. Justement, vous parlez de la France. Docteur, nous sommes en France l'un des pays en tout cas dans le monde qui se méfie le plus du corps médical. Nonobstant, nous sommes le pays qui impose le plus de vaccins, comme vous l'avez dit, 11 vaccins obligatoires. Ne considérez-vous pas cela comme une forme de négligence démocratique? Un autre point, nous n'avons pas soulevé la présence dans les vaccins du sel d'aluminium, qui pourtant est un danger. Le sel d'aluminium qui provoque des troubles du sommeil et des troubles de l'attention chez les enfants. Ce que nous ne voulons pas retrouver chez notre Jonathan. Et la maladie de Parkinson peut-être, à la fin. Voilà. Et la maladie de Parkinson, seulement concernant les sels d'aluminium. Hein. J'ai d'autres exemples après, je vous en ferai part, mais voilà.
Qu'avez-vous à répondre? Alors, que ce soit à propos d'un vaccin ou à propos de n'importe quel médicament, on ferait attention, hein, on va questionner la balance bénéfice-risque. Qu'est-ce que je risque? Qu'est-ce que je gagne quand je prends un médicament, quand je prends un vaccin? Enfin, c'est la même chose que quand vous avez mal à la tête, vous prenez un Doliprane, vous encourez certains risques qui sont marqués en tout petit dans la notice, mais il y en a. Et donc, c'est cette question-là qui est vraiment au centre de vos préoccupations. Et donc, à propos des sels d'aluminium, je dirais que disons qu'il y a 100 ans, on s'est rendu compte qu'il manquait quelque chose au vaccin. C'est-à-dire que pour qu'un vaccin soit vraiment efficace et durable dans le temps, il faut que l'injection implique tout l'organisme, c'est-à-dire tout le système immunitaire dans son entièreté. Et on s'est rendu compte que les vaccins jusqu'alors ne permettaient pas ça, il manquait quelque chose. Et donc on a rajouté quelque chose qui s'appelle un adjuvant pour stimuler la réaction et donc rendre le vaccin efficace. Et on utilise l'aluminium pour ça. Alors c'est vrai que l'aluminium est dangereux pour la santé. C'est pour ça que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a établi des seuils de dangerosité à ne pas dépasser sous peine de danger de la vie. Et c'est le taux d'aluminium que l'on trouve dans les vaccins, qui sont sous forme de sel, est très 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 largement inférieur au seuil de dangerosité établi par l'OMS. Donc en vérité, on est beaucoup plus confronté à l'aluminium dans la vie quotidienne que par la prise de vaccins. Fort bien. Sur le sel d'aluminium, je vous l'accorde. Toutefois, vous ne pouvez pas nier le fait qu'il y ait des effets secondaires. Plusieurs. D'une part, il y a 21 ans maintenant que la corrélation entre autisme et vaccin contre la rougeole a été trouvée par un chercheur médical, si mes souvenirs sont bons, aux États-Unis. Autre effet secondaire, pas effet secondaire, mais un cancérologue, monsieur Michel Joyeux, non, ce n'est pas une blague, a prouvé par ses études, et l'a affirmé, que de nombreux vaccins provoquaient des troubles du sommeil une fois de plus, mais également étaient vecteurs de cauchemars et de neurotoxicité. Un professeur de sciences et de la vie de la Terre, qui s'appelle monsieur Michel Georget, a également affirmé que les vaccins étaient complètement inutiles. Et nous le croyons. C'est pourquoi je refuse que notre Jonathan soit la victime, de l'incapacité de certains médecins à produire des vaccins qui seraient complètement efficaces. Et j'aimerais bien d'ailleurs vous citer un dernier exemple, celui du papillomavirus, qui également est très dangereux car il peut provoquer, je cite, paralysie et sclérose en plaques. Ça non. Ah non, ça chérie, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. J'ai lu sur... Non. Tu avais raison sur tout le reste. Mais sur le vaccin contre le papillomavirus, je me dois de t'arrêter, puisque j'ai lu sur vaccination info... vaccination-du-6 service.fr que, en effet, le vaccin du papillomavirus ne donnerait pas du tout la sclérose en plaques, puisqu'on a vu que la proportion en fait, de femmes qui avaient attrapé le papillomavirus et ensuite avaient développé une sclérose en plaques était exactement la même, à peu près, à quelques points près, mais tout restait normal, que les femmes en fait qui n'avaient pas eu ce vaccin-là. Donc ce serait tout à fait faux. Et puis aussi il y avait un autre chercheur qui aurait démontré que le vaccin avec le papillomavirus provoquerait l'autisme. Et ça aussi... Ah, c'était la rougeole, excuse-moi, mais la conclusion est la même. Il était corrompu, il avait fait son étude sur 12 sujets, donc ce n'est pas vérifiable. Mais tout le reste, tu as raison. Excuse-moi. Mais voilà, ce que vous devez comprendre, Madame Barnier, c'est que si on est venu ici, comme vous l'avez dit, c'est parce qu'on a peur. On a peur car sur Internet, comme on peut le savoir, il y a la moitié de ce qu'on peut trouver, ce n'est qu'un ramassis de mensonges. Et on est venu ici car on pense que face à face, c'est une relation davantage de confiance qui va s'installer. Et on vous l'a dit, on n'est réellement pas rassuré pour notre petit Jonathan. Au fond, on ne s'oppose pas complètement au vaccin, mais comme on vous l'a dit, on a peur des effets secondaires. Et alors, à titre personnel, ce n'est pas une conviction que partage ma femme, mais très personnellement, je pense qu'il y a un lobby pharmaceutique derrière. Imposer 11 vaccins qui seront forcément remboursés par la Sécurité sociale avec donc nos impôts. Hein ? Et selon moi, ce lobby pharmaceutique qui est unique, Big Pharma pour les intimes, selon moi, aurait développé les vaccins dans un but uniquement lucratif et non pas pour un soi-disant bien commun. Ça, je ne peux pas y croire. Je suis désolé. Ah, c'est un réel problème, effectivement.
Donc c'est le comité technique de vaccination qui, sur la base d'études scientifiques, estime qu'un vaccin est utile ou non pour la société. Ensuite, ça passe au niveau politique. Donc c'est l'État qui va lui-même appliquer ou non le vaccin, enfin la mise en service du vaccin, selon ce qu'a dit le comité ou les études scientifiques. Donc ce qu'on peut lire sur les réseaux sociaux, ce n'est pas la réalité. Donc ce sont les grandes nouvelles. Ce sont les États qui jugent sur la base d'études scientifiques si c'est utile, si c'est pas utile, et si ça mérite d'avoir sa place au sein des questions de santé publique. Et en parlant du prix général, il s'avère que la vaccination coûte bien moins cher à l'État et aux individus en général que le fait de soigner d'une maladie qu'on aurait pu prévenir avec un vaccin. Par exemple, je vaccine contre la rougeole, ça va me coûter moins cher que d'être soigné de la rougeole parce que je ne suis pas vaccinée. Je rappelle d'ailleurs que la rougeole, il n'y a pas de traitement. C'est un peu, on soigne les symptômes successifs de la maladie. Donc il y a des gens qui en guérissent, mais il n'y a pas de, c'est pas uniforme. On n'a pas de traitement contre la rougeole en général. Donc c'est vraiment quelque chose de assez, empirique, et donc forcément ça provoque des coûts. Et en France, comme vous l'avez dit, on a une sécurité sociale, donc c'est d'autant plus légitime comme question, puisque le fait de ne pas se vacciner et donc d'être éventuellement malade de la maladie qu'on a refusé de se protéger contre, c'est pas très français comme phrase, bref, eh bien, on va coûter de l'argent aux contribuables puisqu'on va être soigné par les hôpitaux de l'État, et c'est cet argent qui va être donc dédié à notre guérison, donc tant mieux, parce qu'à la fin, ce qu'on veut, c'est vivre, mais cet argent ne va pas être placé, par exemple, pour faire de la recherche ou soigner des gens qui sont atteints de maladies qu'on ne peut pas prévenir avec des vaccins. Donc il y a une question de redistribution et donc une question d'intérêt général dans le cadre de la vaccination. Alors, j'aurais une dernière question qui peut vous paraître un peu individualiste, mais si jamais, je ne voulais pas consentir à l'intérêt général. C'est une très grande question. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne peut pas vacciner tout le monde. C'est pas aussi simple que ça. On se dit, un vaccin, c'est chouette dans le bras et puis c'est réglé. Mais en fait, c'est pas vrai. Il y a des gens qu'on ne peut pas vacciner. Par exemple, les tout petits enfants, jusqu'à l'âge de Jonathan, d'ailleurs, il a échappé belle, je tiens à dire, ou alors les gens qui sont immunodéprimés. Donc en fait, on a toute une population d'individus qui sont déjà vulnérables par leur état de santé, ou état, et qui sont d'autant plus vulnérables si les maladies restent dans l'espace commun. C'est-à-dire que si les gens ne se vaccinent pas. Parce que le fait de se vacciner, on a établi qu'à partir d'un seuil, à partir d'une certaine proportion de la population qui est vaccinée, on la situe à peu près entre 95 et 99%, on a un phénomène d'immunité de groupe. C'est-à-dire que les maladies disparaissent puisqu'elles elles ne trouvent pas refuge dans la population, puisque une très 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 large majorité est vaccinée. Et donc ainsi, ceux qui sont vulnérables et qui ne peuvent pas se vacciner sont protégés par ceux qui sont vaccinés. Donc en fait, le fait de se vacciner, c'est se protéger soi-même, parce qu'on ne veut pas être malade, mais c'est aussi protéger ceux qui n'ont pas d'autre choix que d'être passifs vis-à-vis de ça. Donc c'est une question bien plus large que sa conscience personnelle, et ça va au-delà de considérations quotidiennes, et même si elles sont tout aussi légitimes. Mais c'est une question bien plus importante et qui dépasse l'intérêt personnel. C'est vrai que je trouve cet argument très pertinent quand on pense à Jonathan, en effet, tout petit, qui ne pouvait pas se protéger contre les maladies et qui était obligé de dépendre des autres finalement. C'est vrai, quand on pense au vaccin, c'est se protéger soi-même, mais se vacciner, c'est aussi se protéger pour les autres, quoi. Donc c'est très pertinent. Merci, docteur. Donc vous venez de voir une mise en scène d'une de nos solutions, et de nos solutions, enfin, de nos suggestions que nous allons vous proposer maintenant. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les vaccins, le monde des vaccins évolue très vite. Les vaccins qu'on peut trouver il y a 10 ans sont plus tous les mêmes de ceux actuellement. Je prends un exemple tout bête. Par exemple, GSK a développé il n'y a pas longtemps un vaccin contre... Enfin, il n'y a pas longtemps, quelques années maintenant, un vaccin contre Ebola, par exemple. C'est un vaccin qui, bien sûr, n'existait pas il y a 10 ans et qui, pour beaucoup de médecins formés il y a longtemps, maintenant n'existe plus. Donc, c'est un réel problème, d'autant plus qu'en France, même si je l'ai dit, car en France, c'est vrai qu'il y a une déficience de confiance vis-à-vis du corps médical.
les médecins sont encore des gens à qui les Français font extrêmement confiance. Pour entretenir ce lien, il faut d'une part augmenter le temps de formation, que ce soit chez les pharmaciens ou chez les médecins. Donc je pense notamment à nos amis qui sont en PACES dans la salle, sur la vaccination qui occupe une très petite partie du programme, mais aussi mettre en place des dispositifs qui permettraient de continuer à les former, de sorte à ce qu'un vieux médecin soit pas, pardonnez-moi du terme, complètement claqué sur les dernières innovations en termes de vaccination. Et aussi, on trouve que c'est vraiment très très important d'entretenir ce lien patient-médecin en permettant aux soignants d'apporter toutes les réponses à toutes les questions que se pose chaque individu, des parents, des individus. Et comme beaucoup de parents ont énormément de questions à la venue d'un enfant sur des sujets vraiment variés, on ne se situe pas trop nous, mais bon voilà, on s'en doute. Eh bien, parler des vaccins, c'est une question parmi d'autres, parmi des centaines d'autres. Et dans la consultation de 15 minutes qui est obligatoire à la naissance d'un enfant à l'hôpital, on n'a certainement pas le temps d'aborder cette question en détail et de vraiment discuter à propos des vaccins parce que c'est c'est une question parmi d'autres, justement. Et donc nous, on pense que ce serait très très intéressant d'essayer d'établir des consultations spécifiques dédiées aux vaccins pour que, pas forcément des parents, juste des gens qui se posent des questions sur qu'est-ce que ça implique la vaccination, est-ce que je risque quelque chose, est-ce que mes enfants risquent quelque chose, toutes ces questions qui sont tout à fait légitimes et qui sont des inquiétudes réelles, justement, de pouvoir se poser et de trouver leur place dans un dialogue qui s'établirait dans le cadre justement de ces consultations. Et donc ce serait vraiment un moyen d'entretenir ce lien de confiance qui commence à renaître après la loi, parce que en vérité, la loi de 2017 a de très bons résultats pour l'instant. Il y a beaucoup plus d'enfants vaccinés. Et d'ailleurs, je précise juste maintenant, il y avait beaucoup d'inquiétudes à propos de ces lois vis-à-vis des rattrapages. Des gens avaient peur qu'on demande à leurs enfants qui avaient 7-8 ans de venir se faire vacciner les 11 vaccins parce que ce n'était pas le cas. Donc ça n'implique pas ça. Et justement, ces consultations peuvent permettre à ces enfants qui n'ont pas bénéficié de cette loi parce qu'ils sont nés avant, d'être vaccinés parce qu'un dialogue se sera établi et qu'on aura des vrais choix pris en pleine conscience par les individus et donc un vrai consentement. Oui, et puis on peut rajouter que cette explication des vaccins, elle peut se faire aussi à l'école et qu'elle devrait être encore plus appuyée. Mais c'est vrai qu'en effet, l'école, ça peut sembler loin et c'est aux parents aussi de choisir directement pour leurs enfants quand ils sont petits. Donc c'est là que les consultations de 15 minutes directement liées à ce sujet-là sont en effet très pertinentes et je pense qu'on pourrait rajouter, on oublie souvent ce côté de se vacciner pour les autres, cette question d'immunité et de groupe et que finalement ça ne concerne pas que nous. Donc je pense que le rappeler au moment de ces consultations ou à l'école et toujours l'avoir en tête, c'est quelque chose qui est à faire. Voilà, j'aimerais rajouter une dernière petite chose. Tout ce qu'on a dit à propos de Big Pharma, de la fausse corrélation entre les vaccins et les maladies, on n'a rien inventé. Tout ce qu'on a trouvé, c'était sur des vrais sites. On n'a rien hyperbolé, on a juste adapté ça pour le dialogue, mais tous ces arguments, on les a trouvés, et pas qu'une fois, dans beaucoup de sites. Alors je pense qu'ici, on a tous la chance d'avoir eu accès à une bonne éducation, on a de la chance d'avoir vu les bons effets des vaccins, et selon moi, finalement, la meilleure façon de lutter contre ça, c'est en fait d'en parler autour de soi. Car au quotidien, on est en contact avec des gens qui ne savent pas, ou alors qui sont convaincus du contraire, parce qu'ils ont justement lu ces articles qui sont onéreux sur Internet. Donc, enfin sur Internet ou autre part. Donc selon moi, en parallèle des mesures pour mieux former les médecins, des mesures éducatives, je pense que ce qui est mieux, c'est de faire circuler ces arguments, de vraiment casser j'ai pas peur du mot, ces fake news sur les vaccins, qui sont d'autant plus dangereuses, on parle de la France, mais surtout aux États-Unis ou dans les communautés qui sont un peu repliées, il y a des recrudescences de certaines maladies. Donc je pense qu'en parler autour de soi, c'est un geste qui est à la portée de tous, parce qu'on n'est pas tous ministres de la Santé, on n'est pas tous capables de faire passer de telles lois. Donc ce serait notre message pour conclure. Faites circuler ce point de vue, même pas pro-vaccin, tout simplement ce point de vue qui est vrai, qui scientifiquement est avéré, autour de vous. Merci beaucoup pour votre attention. Oui,
j'ai une surconclusion. En fait, il y a eu une toute petite inexactitude sur les scléroses en plaques avec le papillomavirus. Donc, on va pas perdre de temps là-dessus. Juste lisez notre article, du coup, parce que vous serez tout à fait renseignés. Et enfin, il y a un site pour les vaccins. Si vous avez des questions, c'est sur... elle l'a dit à un moment, c'est vaccination à fond service. Et voilà, c'est très bien fait, didactique, tout ce que vous voulez, pédagogique. Et voilà.